Donc, je vous rappelle ce soir, donc on est à notre épisode 2 sur donc, le thème de ce webinaire. Il est important aussi à rappeler, c'est que on a beaucoup vous parler. Pierre, il faudrait… Ah, c'est bon, je peux le couper. On veut vous parler donc des fondamentaux de l'attaque, mais de l'attaque placée. Donc, effectivement, on n'abordera pas durant les trois webinaires, on n'abordera pas du tout la contre-attaque, la montée de balle, le jeu de transition, voilà, puisque là, on s'est intéressé au sujet des fondamentaux de l'attaque placée. Donc, la semaine dernière, on l'a traité chez les jeunes jusqu'à 13 ans, puisque c'était des problématiques particulières. Et là, donc, on vous propose de regarder ce soir la problématique chez les moins jeunes et jusqu'aux seniors, justement pour voir qu'est-ce que, d'après nous, encore une fois, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est une vision qui est la nôtre, qui ne veut absolument pas dire que elle est absolue, elle ne veut pas du tout dire qu'elle est la bonne, voilà, on se trompe probablement, mais voilà, c'est une vision qu'on essaye de partager avec vous. Donc voilà et donc la semaine prochaine, après avoir vu les fondamentaux chez les jeunes, chez les moins jeunes, ce qu'on vous proposera pour finir, ce sera effectivement de voir comment on peut attaquer les différents types de défense, puisque ça c'est aussi pour nous entraîneurs quelque chose qui est important, c'est de savoir quoi faire quand on a un type de défense face à nous, et on abordera ça la semaine prochaine. Alors, pour ce soir, même plan que la semaine dernière, comme ça va être clair pour tous ceux qui étaient là, c'est que on va attaquer ce qu'on constate sur les terrains, on va partir de ce constat-là. Ensuite, on va vous parler de ce qu'on aimerait voir, justement, cette vision dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une vision, c'est une proposition, voilà, c'est une piste de réflexion, ça sert juste à ça. Et derrière, du coup, par rapport à ce qu'on aimerait voir, par rapport à cette proposition-là, on va vous proposer de se dire, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut développer comme savoir-faire individuel chez les joueuses et joueurs, et qu'est-ce qu'il faut développer en savoir-faire collectif chez les joueurs et joueuses pour arriver effectivement à notre souhait sur les fondamentaux de l'attaque. Et enfin, on terminera tout ça en disant, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors, ce sera encore une fois que des propositions, qu'une idée c'est une base de réflexion qui peut vous servir et qui nous sert à nous à dire, voilà, comment on peut mettre tout ça en route avec nos équipes. Donc, voilà le programme pour ce soir. Et donc, on va attaquer par le constat. Alors, contrairement à la semaine dernière, ce que je me suis amusé à faire, alors j'espère que ça va passer en qualité, parce que là, c'est aussi une première. Je vais vous proposer de partir à partir de 3 petites vidéos. Donc, j'en ai récupéré 2 sur les réseaux sociaux et une, c'est mon équipe quand je les ai eues en même fait. Donc, du coup, je me mets dans le premier sur le constat de ce qu'on voit sur les terrains. Alors, au niveau des moins de 16, donc, voilà, c'est juste une phase d'attaque. On est sur du moins de 16 départementaux. Voilà, où on voit le joueur qui n'est pas très orienté, il part d'un côté, l'autre part de l'autre, il attaque sur le joueur, voilà, là je vais poser mon dribble et puis la passe pas super, voilà, et puis derrière, voilà, le tir qui va pas dedans. Donc voilà, c'est bon, il y en a 1000 des actions comme ça, mais celle-là me semblait assez représentative parce qu'on voit des joueurs qui écartent pas forcément le jeu, qui sont pas orientés vers le but, qui ne jouent pas en miroir, qui attaquent sur le défenseur, qui pose un dribble et qui regarde la balle, il ne regarde pas ce qui se passe et qui rate le tir. Donc derrière, je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe chez les seniors. Et toujours est-il, là, l'idée, en tout cas de cette présentation, c'est que l'idée, c'est de vous parler de ce qu'on voit tous les samedis à nos niveaux, là où on pratique, parce que ce genre de constat est valable voilà, en département, en région. Bien évidemment, on ne traite pas du tout les fondamentaux de l'attaque du handball à haut niveau. Ce n'est pas le but, puisque là, le but, c'est de parler de ce qu'on vit, nous, tous les week-ends. Donc, du coup, là, si on prend l'exemple chez les seniors d'une vidéo qui passe en ce moment sur le net, donc on a l'attaque sur le défenseur. Là, on a la passe un peu hasardeuse. Deuxième attaque sur le défenseur. Et bon, là, il y a le but.
Mais on est quand même malgré tout un peu à des différents niveaux, effectivement, mais sur les mêmes choses qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, effectivement, des attaques sur le défenseur, les positionnements des joueurs qui ne sont pas forcément ceux qui devraient être. Par exemple, le demi-centre à l'arrêt, il ne sait pas trop où il doit jouer, etc., etc. Alors là, des vidéos, hein, donc ne vous inquiétez pas, si jamais c'est votre équipe, c'est juste, voilà, c'est pas une, entre guillemets, quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit tous les week-ends dans beaucoup de matchs. Donc, surtout, voilà, si par hasard j'ai pris une vidéo de votre équipe, ne m'en veuillez pas. C'est juste pour faire le constat et c'est pour ça aussi que j'ai pris une vidéo de mon équipe. Donc, on a vu chez les garçons et on voit en fait chez les filles, quelque part, c'est que on est un peu. Donc là, la joueuse pose son dribble, attaque sur le défenseur. Là, elle pose son dribble pour s'engager dans l'intervalle, mais alors qu'elle aurait pu y aller beaucoup plus vite sans son dribble. Donc en fait, on voit, on part de ce constat-là, c'est qu'on voit à peu près les mêmes choses, en tout cas dans ce constat-là, que ce soit chez des jeunes, donc là j'ai pris des moins de 16 ans, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons, en senior. Donc en gros, voilà, on a des joueurs qui beaucoup attaquent sur le défenseur, donc attaquent rarement dans les intervalles. Effectivement, derrière les passes ne sont pas forcément assurées. On joue énormément balle à l'arrêt, puis on pose son dribble et enfin on se met en mouvement. Donc, effectivement, on a aussi dans ce constat des joueurs et des joueuses qui ont du mal à s'adapter aux différents types de défense. Je pense que vous voyez tous les week-ends, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, effectivement, on va se retrouver par exemple avec une défense étagée. Globalement, on va essayer de l'attaquer de la même façon qu'on attaque une défense à plat, par exemple. Ce qu'on voit énormément beaucoup, alors c'était pas le but des vidéos, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est qu'effectivement, pareil, pour passer d'un jeu de défense à passer attaquant ou faire un repli défensif une fois qu'on a perdu la balle, c'est aussi des choses que les ne maîtrisent pas forcément, en tout cas, ou qu'on ne voit pas exécuter de manière systématique. Et l'autre constat qu'on fait, c'est de se dire qu'effectivement, on a beaucoup de joueurs et joueuses. Alors, effectivement, ça va en diminuant avec l'âge, en partie, c'est à jouer en lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve avec beaucoup d'équipes, notamment, qui vont essayer de mettre en place des jeux plus ou moins, je sais, c'est pas du tout négatif, hein, mais des jeux stéréotypés qui vont effectivement être plus dans la mise en place de routines collectives que vraiment d'adaptation au jeu. Donc, c'est à partir de ce constat-là, voilà, c'est ce constat qu'on fait. Effectivement, je récapitule juste 3 secondes. Hein, voilà, beaucoup de joueurs qui sont à l'arrêt et joueuses à chaque fois. Donc, beaucoup de jeux qui se démarrent par un dribble pour se mettre en mouvement. Beaucoup de jeux qui se matérialisent par une attaque directement sur un défenseur au lieu de l'attaque dans l'intervalle. Voilà, et puis une difficulté entre guillemets à avoir des jeux collectifs qui soient adaptés, on va dire, aux différents types de défense. D'où l'idée de faire justement le 3e épisode autour de ces principes. Donc au niveau du souhait, justement, là, par rapport à la présentation, par rapport à ce que nous, on imagine être les fondamentaux du handball, à partir de ce constat-là, on vous propose, encore une fois, c'est une proposition, hein, ce n'est pas une vérité, bien évidemment. On vous propose de réfléchir ou de partir comme base autour de quelques axes principaux. Donc, c'est déjà de bien remettre en place toutes les notions d'écartement. Donc, effectivement, on l'a vu, alors rapidement, je ne suis pas allé dans le détail quand je vous ai présenté les vidéos, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup les joueurs qui ne savent pas forcément que bien écarter sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des ailiers qui ne vont pas forcément au point de corner au départ pour bien former le trapèze. On a des arrières qui vont essayer de chercher naturellement, je veux dire, et c'est naturel je pense que chez tout tireur de loin, c'est naturel, il va essayer de se rapprocher du centre pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour tirer. Mais c'est vrai qu'au départ de l'action, il vaut peut-être mieux qu'il soit ligne de touche pour essayer de mettre les espaces, puisque cet écartement des joueurs, ce trapèze, s'il est bien mis en place, permet, en fait, voilà, toujours sur ces fondamentaux-là, de écarter les défenseurs et donc d'ouvrir les espaces, ces fameux espaces dans lesquels on doit attaquer.
L'autre chose, effectivement, en tout cas, qui nous semble primordiale, en tout cas, voilà, même après des débats, c'est que, effectivement, on va dire, principalement, on se dit que ce qui est intéressant, c'est quand les joueurs jouent sans ballon. Effectivement, bien évidemment qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont capables de démarrer balle en main, qui sont capables de faire la différence balle en main et qui sont capables de de lancer le jeu sur un dribble balle en main. Par contre, effectivement, quand on revoit le type de VO, les vidéos et ce qu'on voit dans le week-end, effectivement, pour la majorité des joueurs, ce serait déjà bien qu'effectivement, ils se mettent en course sans ballon. Et effectivement, si en plus, ils réussissent à se mettre en course sans ballon en attaquant dans l'espace entre deux joueurs, bon, voilà, l'intervalle. En changement de rythme, c'est-à-dire en accélérant quand ils reçoivent le ballon, et ben là, par contre, c'est bingo. Et c'est surtout toujours ces principes fondamentaux. L'idée de ces webinaires, c'est que c'est des choses qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre et qui peuvent s'appliquer à des débutants comme à des très, très bons joueurs. Donc, quand on a un groupe de 14 ans ou de 16 ans avec des débutants, eh ben, on peut appliquer ces fondamentaux-là, ces principes-là. Si les débutants les connaissent, ils peuvent jouer avec des joueurs qui sont meilleurs. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant c'est l'idée même des fondamentaux. L'autre chose qui nous semble intéressant sur les fondamentaux, c'est le jeu en miroir. Donc, voilà, c'est adapter son jeu en fonction de ce que fait ses partenaires. Du coup, effectivement, qu'est-ce que ça implique, entre autres? C'est de savoir s'engager, se désengager pour pouvoir reprendre du recul face à l'attaque, pouvoir voir où sont mes partenaires, où sont les défenseurs, où sont effectivement, où il attaque, est-ce qu'il attaque externe ou interne, et du coup, est-ce que moi, je dois attaquer externe, interne, etc., etc. Alors, après de longs débats avec Christophe, voilà, mais c'est ça qui fait la richesse, j'ai rajouté le dribble utile, effectivement, c'est-à-dire qu'au final, pour terminer une action, on peut potentiellement utiliser le dribble. Alors, sachant que, par exemple, moi, dans mes équipes de jeunes, j'interdis le dribble, même en montée de balle. Donc, voilà, je sais très bien qu'il y a un débat là-dessus. Je sais très bien que, voilà, chacun a son avis et c'est très bien. Et encore une fois, ce n'est absolument pas une vérité. Mais c'est vrai que malgré tout, quand on a préparé cette présentation, on s'est dit que voilà, le dribble utile, voilà, c'est quelque chose qu'on veut voir aussi et c'est important que nos équipes savent l'utiliser à bon escient. Au niveau juste pour terminer sur le souhait, sur cette partie souhait, voilà, d'un aspect plus global, on va dire effectivement ce qui est intéressant ce qui serait intéressant de voir, c'est un réseau d'échanges pour progresser vers le but collectivement. Donc en gros, c'est pour dire simplement, c'est que il nous semble important que dans une équipe, les 6 joueurs sur le terrain participent aux actions. Alors, bien évidemment, dans les montées de balles, hein, mais on a dit qu'on ne l'évoquait pas ce soir, mais aussi sur les attaques placées, c'est-à-dire que on voit souvent, surtout là plus en senior que chez les jeunes, mais ça arrive chez les jeunes, en tout cas, moi, c'est mon constat, c'est qu'on voit énormément d'attaques qui vont jouer qu'à 3. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la base arrière, tout va se passer sur la base arrière. Effectivement, on demande aux ailiers de se mettre coin de corner, bien évidemment. Donc là, on écarte, il n'y a pas de souci par rapport au principe de l'écartement. Par contre, derrière, effectivement, on va surtout voir un jeu à 3 et au mieux, l'ailier est un finisseur, mais on voit énormément d'attaques qui vont jouer à 3 ou 4 avec le pivot, si en plus on joue un peu avec le pivot. Donc ça, voilà, dans notre idée des fondamentaux de l'attaque, c'est de dire non, remettons un circuit d'échange où même les ailiers participent à l'action, que ce soit pour enclencher un démarrage d'action, que ce soit pour rentrer en deuxième pivot, enfin participer. Voilà, on est à 6 sur le terrain, on attaque à 6 contre 6, quoi. Bon. Et dernière petite chose, voilà, c'est juste un rappel, c'est tellement important, c'est le jeu en ballon plutôt, voilà, de manière collective sur effectivement des rentrées en deuxième pivot, des rentrées effectivement ou de jeu dans le dos, dans les défenses étagées, etc. Tout ce qu'on développera notamment dans la semaine prochaine dans l'épisode 3 pour attaquer les différents types de défense. Donc voilà, la proposition qu'on vous fait ce soir sur les fondamentaux de l'attaque, les moins jeunes, on va dire, et juste les seniors. Du coup, effectivement, là, Christophe va lui prendre la main pour vous expliquer comment ça peut se traduire au niveau des savoir-faire individuels et collectifs à travailler. Donc, du coup, Christophe, je te laisse la main. D'accord, enchanté. Merci, bonjour à tous et à tous. Là, Philippe, il a un peu empiété sur ma partie, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on a décidé d'aborder la suite sur 2 parties. On va d'abord parler des savoir-faire individuels,
tout ce qui est manipulation de balle, savoir dribbler avec des dribbles spécifiques. On doit être en capacité de dribbler en avant, en arrière, sur les côtés des deux mains. Sur des changements de rythme aussi suite au dribble, des changements de direction. On doit être aussi en capacité, et ça, toutes ces capacités, bien sûr, vont évoluer avec l'âge du pratiquant, hein, des plus de 13 jusqu'au senior. Et donc, on doit faire en sorte aussi d'augmenter sa charge de compétences dans ses courses et dans les changements de rythme. Donc, selon le développement personnel du joueur, eh bien, on va être en capacité de faire plus ou moins de choses avec ou sans ballon. Voilà. On va être capable de sauter sur un pied, on va être capable de sauter à deux pieds, on va être capable de sauter sur le mauvais pied d'appel. Et ça, ce qui serait bien, c'est qu'on soit en capacité de le faire à tous les postes et dans toutes les situations de jeu. Donc, ce n'est pas simple. Il faut essayer de s'adapter aussi au public que l'on a et au niveau de jeu que l'on essaye d'avoir. Après, on doit être aussi en capacité d'enchaîner les actions, ce qu'on voit très peu sur les vidéos que Philippe vous a présentées. On doit être en capacité de courir et de lancer, mais aussi de courir et de recevoir, et puis sur une finalité, d'être en capacité de sauter et de tirer. Bien sûr, tout ceci en étant dangereux, c'est-à-dire dans un intervalle, en direction du but, et ce que Philippe n'a pas précisé, mais qui est important, avec un bras armé si possible pour essayer de gagner du temps sur le bloc défensif. Effectivement. Voilà. Après, petite continuité aussi, on a l'opposition, la dernière opposition, hein, qui consiste à aller battre le gardien. Donc, plus on va avancer, plus on doit être en capacité de battre le gardien et de jouer dans les espaces où celui-ci, alors on entend souvent où celui-ci n'est pas, moi je préfère employer le terme où celui-ci ne sera pas quand la balle se rapprochera du but. Donc, essayer de reconnaître les espaces libres laissés par le gardien et de faire en sorte de varier ces shoots, que ce soit des shoots lobés, des shoots à rebond, des shoots peut-être à la hanche, et voilà. Mais tout ceci, bien sûr, on en revient à des fondamentaux de base en étant dans un intervalle ou en ayant traversé dans un intervalle. Voilà, tout ce qui me semble abordable sur les savoir-faire individuels. Donc, varier. Voilà. Okay, donc, et après, on doit être en capacité d'enchaîner sur les actions. Donc là, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, être capable de varier ses courses, ses sauts, d'enchaîner les actions, courir, sauter, courir, recevoir, courir, lancer. Varier, bien sûr, les formes de tir. Mais avant ça, il aura fallu ce qu'on doit normalement travailler chez les plus jeunes, le voir et agir, dans des termes fédéraux, le perceptivo-décisionnel. Donc, en un seul mot, la prise d'information. Quand je reçois le ballon en mouvement, je dois avoir préalablement pris les infos nécessaires pour pouvoir accéder au but le plus facilement possible. Et suite à ça, il y a bien sûr l'adaptation à un flottement défensif, la possibilité de jouer sur un débordement et sur un gain de duel vis-à-vis du défenseur qui aura pu combler l'espace à attaquer. Donc là, il faut être capable de jouer du 1 contre 1, que ce soit extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur. Avec aussi la possibilité d'enchaîner avec un rond de bras, des dribbles et ainsi de suite. Voilà. Ce qui nous semblait la priorité des savoir-faire individuels. Donc, on va passer maintenant au ce qui nous a semblé opportun de traiter sur les savoir-faire collectifs. Donc, Philippe on a parlé pas mal. Donc, c'est que sur l'ensemble de l'équipe, quand on joue à 5, à 6 ou voire en supériorité à 7, on se doit d'écarter au maximum le jeu. On se doit d'être tous en mouvement à réception du ballon.
Et on doit aussi faire en sorte d'apporter une aide à son partenaire porteur de balle. Donc pour cela, il faut que chaque non-porteur de balle soit lui aussi dans un espace libre pour accéder au but, ce qu'on appelle dans d'autres sphères le couloir direct de jeu, ou l'intervalle si vous préférez. Donc il faut faire en sorte que chaque joueur non possesseur du ballon soit à un poste de façon à écarter au maximum le jeu sur la largeur du terrain, mais aussi dans la profondeur du terrain, comme disait Philippe tout à l'heure, que les ailiers soient bien au coin, que les arrières soient dans un couloir qui leur permet d'accéder au but et assez écarté, et de recevoir tous ces ballons en mouvement. Après, lorsque l'on reçoit le ballon, il faudra être en capacité de faire le choix pertinent pour rendre l'action la plus optimale possible. Et pour ce faire, il faudra avoir pris les informations. Donc, soit on va être en capacité de traverser pour aller au tir, soit si l'intervalle se referme, on devrait être en capacité de faire une passe correcte à un partenaire proche, que ce soit un partenaire sur les côtés, donc une passe latérale, soit un partenaire dans la profondeur, par exemple sur un poste de pivot ou sur un ailier qui serait rentré pour donner un petit peu de profondeur au jeu. Voilà, si tu peux passer à la suivante peut-être. Donc voilà, pour tout ça, pour bien sûr, donc sous nos savoir-faire individuels, tous les savoir-faire collectifs doit amener le joueur à aller à accéder au but de la façon la plus facile et la plus rapide possible. Donc, soit on sera en capacité de reconnaître un intervalle et de le prendre avant que les défenseurs n'interviennent, soit s'ils interviennent et qu'ils referment l'intervalle, être en capacité de lâcher ou de donner un ballon à un partenaire proche, que ce soit latéralement ou dans la profondeur. Voilà, si j'ai tout dit. Donc, oui, ça parle de notion de relation à 2, à 3, ça parle de réseau d'échange. Donc, nous, on est parti du postulat qu'on allait surtout parler du réseau d'échange proche. Donc, les passes, on va dire, un arrière va pouvoir être en capacité de servir son ailier, son demi-centre ou éventuellement son pivot. On n'omet pas le fait qu'il y a des possibilités de passes d'arrière latéraux à ailier opposé. Mais bon, dans nos niveaux de jeu, nous, qui nous intéressent, on préférait que nos joueurs ou nos enfants maîtrisent d'abord les relations sur des partenaires proches du porteur de balle. Voilà. Si Philippe, c'était OK. Ah, j'ai plus de micro chez toi. Voilà, j'avais désactivé mon micro, pardon. Voilà, donc si tu as des choses à rajouter. Non, je ne vais pas particulièrement. On va échanger autour de tout ça dans les questions-réponses. Je vais juste, moi, passer sur l'idée de voilà comment on fait, sachant que effectivement, l'idée, c'est de pouvoir voir comment on met ça en place avec ce collectif. Si jamais, effectivement, comment faire pour mettre en place ces fondamentaux. Donc, c'est encore une fois qu'une piste. Bien évidemment, il y a plein de façons d'y arriver. Par contre, voilà, l'idée, c'est que si ça peut donner des idées et puis vous permettre de penser un peu différemment, et ben c'est que ce sera gagné. Et voilà, après chacun adapte comme il l'entend, bien évidemment. Donc comment mettre ça en place, ces fondamentaux-là, on va dire, chez les jeunes et chez les seniors, c'est effectivement un peu comme ce qui a été dit la semaine dernière, c'est-à-dire déjà ne pas vouloir tout faire en même temps. Et donc, c'est à nous, entraîneurs, de faire nos choix, de faire
voilà nos axes de développement. Alors, ça peut être soit au niveau d'une équipe, soit au niveau d'un club, mais effectivement, je crois qu'en tout cas, moi, c'est une des données qui me semble essentielle à nos niveaux, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tout faire et donc il vaut mieux se concentrer sur quelques thèmes. Après, la façon dont vous les organisez, dont on les organise, et bien évidemment, chacun le fait comme la façon dont il le voit. Mais je crois qu'on ne peut pas tout solutionner en même temps quand on voit les images des attaques où effectivement on a tous ces joueurs ou joueuses qui attaquent sur le défenseur, qui n'attaquent pas dans l'intervalle, qui reçoivent la balle à l'arrêt, qui effectivement posent un dribble avant de jouer. Effectivement, il faut hiérarchiser les choses, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est la proposition. Deuxième chose, c'est effectivement, moi je pense que si on veut mettre les joueurs et joueuses en mouvement, et ben du coup, il faut favoriser le jeu à l'entraînement. C'est-à-dire, voilà, travailler un maximum tout ce qui va les mettre en mouvement avec ou sans ballon, les mettre en mouvement dans des situations où ils vont pouvoir jouer dans les intervalles et apprendre ce que c'est un intervalle surtout, puisque voilà, s'il y a beaucoup de joueurs joueuses qui attaquent sur le défenseur, c'est peut-être qu'ils n'ont pas tous compris ce que c'est véritablement l'intervalle. Donc voilà, donc c'est multiplier les situations en supériorité numérique, 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, et bien évidemment en fonction des âges, des niveaux, tout ça on peut l'adapter. Je sais que par exemple sur des moins 14 débutants, moi j'utilise beaucoup du 2 contre 1 sur un espace très large, parce que effectivement le temps qu'ils comprennent, ça leur permet d'avoir du temps pour apprendre à se désengager, se réengager, etc. etc. Mais tout ça, bien évidemment que si le principe reste valable pour une équipe senior, on peut réduire les espaces, on peut les mettre en crise de temps un peu plus importante, mais le principe, à mon sens, reste le même. Bon, voilà, ça c'est une proposition. Et l'autre chose importante sur ces principes généraux, c'est effectivement de se dire, voilà, on a parlé des fondamentaux, l'attaque de l'intervalle, le jeu sans ballon et tout. Donc, c'est de dire, effectivement, de proposer d'introduire le travail avec le pivot, qu'il soit seul ou qu'on fasse une rentrée avec un deuxième pivot, par exemple, c'est de l'introduire graduellement. C'est-à-dire, effectivement, d'abord peut-être partir sur une situation où on met le pivot en position, entre guillemets, statique. Donc, vous pouvez choisir de le mettre, par exemple, par exemple, c'est ce que je fais, moi, avec mes jeunes, c'est que je le mets entre les deux numéros 3 points de pénalty, parce que je pars du constat que c'est extrêmement difficile pour ses partenaires de savoir jouer avec lui ou même sans lui, mais de reconnaître leur intervalle, par exemple, si le pivot il bouge tout le temps. Donc déjà qu'ils ont du mal tout seuls à savoir dans quel intervalle ils doivent attaquer, si en plus il y a le pivot qui bouge tout le temps et qui effectivement perturbe justement en tout cas les espaces, c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs. Et en fait, effectivement, en fonction de l'acquisition de ces savoir-faire fondamentaux, c'est de petit à petit, on va faire bouger le pivot, on va le mettre à d'autres endroits et puis on va le faire intervenir sur le bloc, puis le bloc remise, etc. Et puis en fait, après, on joue avec le deuxième pivot et éventuellement, ce que j'ai déjà testé, de jouer avec 3 pivots. Donc, voilà. Donc ça, c'est cette idée-là d'introduire graduellement le jeu avec le pivot, sachant que l'idée, c'est de vraiment favoriser l'apprentissage sur ces fondamentaux-là et la prise d'intervalle. Autre chose, en tout cas dans les propositions pour pouvoir travailler ces fondamentaux-là, c'est effectivement ne pas aller… alors là, j'ai été un peu, entre guillemets, catégorique, mais c'est encore une fois par rapport à une vision. C'est qu'effectivement, ne pas travailler de combinaison et surtout pas chez les jeunes ou les plus jeunes, il me semble, en tout cas, c'est la proposition. Alors effectivement, beaucoup de personnes vont parler d'enclenchement, donc c'est déjà un premier pas. Mais voilà, je pense que déjà, si on se concentre sur nos fondamentaux, que nos joueurs reconnaissent l'espace, qu'ils jouent sans ballon et tout, effectivement, le jour où on va passer sur des enclenchements, on va passer sur des situations un peu plus étudiées, s'ils connaissent les principes de base, du coup, tout le reste va découler plus facilement. Donc là, jouer avec les 6 joueurs, ça, je vous l'ai déjà dit. Et sachant que, par exemple, dans les propositions, ce que je trouve très intéressant et que j'avais vu à l'école française d'entraîneurs proposé par Canaillé, mais c'est pas parce que Canaillé le propose que c'est bien, de toute façon, mais que j'ai testé moi avec des 14 et des 19, c'est de jouer à 6 autour. Et justement, dans cette phase d'apprentissage, je trouve ça très, très intéressant quand on a des débutants qui arrivent des moins de 12 pour pouvoir justement leur apprendre l'attaque de l'intervalle, le jeu en miroir, le jeu sans ballon. Bon, voilà, c'est aussi encore une fois une proposition.
Favoriser la continuité dans le sens de circulation du ballon aussi, voilà, enfin, pour moi, c'est des choses basiques et je les mets dans ces fondamentaux-là, dans le sens où effectivement, les joueurs et joueuses ont déjà du mal à se mettre en mouvement sans ballon. Si trop tôt, trop vite, ils mettent du renversement, là aussi, ils n'ont pas forcément eu le temps de se désengager. Et donc, peut-être qu'il faut d'abord leur apprendre à bien s'engager, se désengager. Et une fois que tout le monde maîtrise ça, à ce moment-là, on peut commencer à travailler avec des renversements, ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des idées. Hein. De toute façon, c'est des propositions. Vous piochez ce qui vous intéresse, c'est ça l'essentiel. Et vous adaptez, modifiez, voilà, tout ce dont vous avez envie, bien entendu. Donc voilà, introduire ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est introduire le jeu à partir de croisés simples avec les joueurs proches. Donc voilà, et sachant que voilà, croisé arrière ailier, ailier arrière, arrière demi et demi arrière. Voilà, rester sur des choses relativement simples, puisque là aussi sur ces notions de croisé, on voit, alors je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai pris des exemples simples et exprès, mais combien de fois vous voyez sur des croisés des joueurs qui vont courir en direction de la ligne de touche. Et voilà, on voit des joueurs qui courent vers la ligne de touche, qui sont absolument pas dangereux. Donc, du coup, l'effet du croisé est totalement inopérant. Donc, voilà, c'est ces éléments-là. Donc, c'est quelques pistes. Je vais terminer par ça. C'est de vous dire, voilà, qu'est-ce que pourrait être un programme pour mettre en place ça avec des jeunes et des moins jeunes, sachant que je pense que les principes étant les mêmes, ils sont valables que ce soit pour des 14, des 16, des 18, des 20 filles, garçons, seniors. Et donc là, voilà, c'est vraiment une première ébauche, juste une piste pour finir et puis lancer la discussion. C'est voilà, de vous dire, par exemple, voilà un programme de ce qu'on pourrait imaginer mettre en place en termes je vais dire, de cycle de formation. J'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais voilà, peut-être se dire dans un premier temps, on travaille sur l'engagement, désengagement, reconnaissance d'intervalle, donc ce qui permet de travailler en même temps les relations, notamment en passe, sur engagement, désengagement, on peut travailler le timing, on peut travailler les changements de rythme, on peut travailler la qualité de passe, on peut travailler, par exemple, si on fait du 2 contre 1, on peut travailler avec passe main droite, passe main gauche, etc., etc. Donc, ça laisse beaucoup de champs de travail possible. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de permettre à ce moment-là de reconnaître, voilà, de travailler sur la reconnaissance de l'intervalle. Effectivement, en enchaînant sur cette prise d'intervalle à 2, donc 2 contre 1, et ça, on peut le jouer, par exemple, vous pouvez le jouer dans toutes les situations. Donc, 2 contre 1, on va dire arrière ailier, 2 contre 1, arrière gauche, demi, 2 contre 1, demi, arrière droit, ailier droit. On peut même imaginer des 2 contre 1 avec pivot, demi-pivot, par exemple, ou arrière pivot, une fois que vous introduisez le pivot, si vous êtes sur c'est des moins de 16, des moins de 18 ou des seniors. Donc, voilà, mais c'est l'idée vraiment, là, si mon partenaire, par exemple, je prends le cas de ce qu'on voit aussi régulièrement sur les terrains, c'est qu'effectivement, on a des arrières qui vont attaquer dans l'intervalle du pivot. Bon, voilà, dans 98% des fois, c'est pas voulu. C'est pas stratégique, entre guillemets. Mais donc, du coup, là, par exemple, quand on fait un travail à 2 contre 1, ça permet à chacun d'essayer d'identifier, voilà, dans quel intervalle est mon pivot, du coup, j'attaque dans l'autre, etc., etc. Bon. Ensuite, c'est de se dire, voilà, petit à petit, on monte en difficulté, on passe à du 3 contre 2, par exemple. Et là, effectivement, encore une fois, ce 3 contre 2, on commence à le travailler sur la base arrière, le demi avec ses 2 arrières. On peut le travailler sur le demi arrière ailier d'un côté, d'autre. On peut le travailler avec arrière demi pivot, enfin, etc. Donc ça, voilà, en fonction du niveau de vos équipes. Et encore une fois, c'est que des propositions, des idées, mais c'est de dire, voilà, on part de situations simples et on va vers de plus en plus compliqué, mais restant dans le thème, dans ces fondamentaux-là. L'autre proposition, c'est effectivement de commencer, une fois que les gens ont bien maîtrisé, d'attaquer sur l'intervalle, sur la position à prendre, c'est effectivement de travailler sur les changements de rythme, c'est-à-dire de commencer à aller un peu plus finement. En premier temps, on voulait que les joueurs reconnaissent dans quel espace ils devaient attaquer, et puis voilà, quand ils maîtrisent ça, c'est de se dire, voilà, maintenant on va maîtriser à quel moment ils doivent s'engager dans cet intervalle. Est-ce que je pars trop tôt? Quel est le signal? Est-ce que j'attends que le bras le signal? Est-ce que c'est que quand mon partenaire a le bras levé pour me faire la passe, par exemple? Est-ce que si je suis parti avant, je ne vais pas être trop tôt, je ne vais pas être trop près de la défense, la distance de combat? Donc voilà, ça, c'est des éléments qu'on peut travailler par la suite. Et effectivement, au final, pour terminer, effectivement, à travailler notamment la prise d'intervalle ou le jeu sur ces fondamentaux-là,
en égalité numérique. Et là, encore une fois, on peut partir du simple au compliqué. C'est effectivement peut-être partir sur des situations 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, 4 contre 5, etc., 6 contre 6. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'est juste une piste de réflexion, ça n'a aucune valeur en tant que telle, mais c'est pour vous donner des idées, c'est pour pouvoir être en cohérence avec ce qu'on vous propose et puis lancer la discussion. Donc, en tout cas, voilà, moi, j'ai terminé ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Christophe, je ne sais pas si tu as regardé, mais est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, j'ai pris quelques notes. Alors, bon, ce qui revient assez souvent, c'est la notion de temps faible, temps fort, de construction collective de l'attaque avec ou du mouvement, des changements de rythme. Et puis, il y a un petit débat aussi sur les enclenchements et les combinaisons, que ça serait constructif par rapport au savoir-faire individuel et collectif. Ce qui n'est pas faux, après, à notre sens, hein, tu me contrediras si je me trompe, mais la priorité, c'est le savoir-faire individuel et collectif, et de là découleront les enclenchements possibles et les organisations. Comme disait Philippe tout à l'heure, si on commence à mettre en place une espagnole et que le demi-centre ne court pas correctement dans l'intervalle 1-2 orienté, menaçant, l'enclenchement n'a pas de sens. N'a pas de sens, si ce n'est pour provoquer un changement de secteur du demi-centre, mais s'il n'y a pas de menace, la proposition ne sera pas pertinente. Donc voilà, il nous semblait judicieux d'abord, au-delà de toute autre chose, au-delà des considérations mécaniques, énergétiques et tout ça, d'abord de maîtriser ces savoir-faire individuels et collectifs, qui, bien sûr, seront maîtrisés selon que l'on est plus ou moins âgé ou débutant dans la pratique. Voilà. Ouais. Du coup, je vais en profiter, je vais rebondir là sur la remarque de Vincent. Effectivement, la 2 contre 2 n'est pas le plus simple, effectivement, et c'est bien pour ça que, en tout cas dans la gradation des apprentissages, je l'ai mis vraiment en dernier lieu. Effectivement, il faut que les joueurs maîtrisent tous les éléments avant. Donc, tout à fait d'accord avec l'idée que voilà, c'est vraiment pas le plus simple. Mais par contre, effectivement, si à un moment, ça peut être un moyen de valider que les joueurs ont acquis ces savoir-faire fondamentaux. Christian, tu mets le jeu en continuité. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors effectivement, sachant que, en tout cas, je vais essayer de répondre à cette remarque par rapport à ce que j'en comprends moi et la façon dont je le vois. Bien évidemment, c'est une chose qui est un corollaire, on l'a évoqué quand même, je pense, mais qui est un corollaire de ces principes fondamentaux d'attaque. En tout cas, il nous semble, c'est effectivement, ça joue dans la continuité du jeu. Et effectivement, l'intérêt de jouer avec ces fondamentaux-là, c'est qu'aujourd'hui, si on est capable de positionner 1, 2, 3, 4 temps forts parfois, eh ben, on a forcément la solution, une solution de tir, on va dire, optimale, effectivement, et ça, c'est un élément important, cette continuité du jeu, de pouvoir continuer à faire circuler le ballon jusqu'à ce que la solution optimale soit trouvée. Il y a une question de Monsieur Inconnu. Alors, je ne sais pas si j'en ai connu un, l'inconnu Johan, mais je ne sais pas si c'est lui. Est-ce que mettre les défenseurs en retard sur une situation d'entraînement en infériorité numérique peut-il favoriser pour nous la prise d'information et la prise de décision sur le fait que je vais au tir ou que je fais la passe? Bon, donc, tu viens un peu d'y répondre là. Donc, tout ce qui est perceptivo-décisionnel, effectivement, quand on est en attaque en supériorité numérique, ça nous laisse plus de temps pour percevoir et agir en fonction. Après, le handball, n'oublions pas que c'est créer et exploiter une supériorité numérique. Donc là, effectivement, sur toute situation en supériorité numérique d'attaque, on a juste à exploiter. Donc effectivement, ça peut être la première phase d'approche de la construction du joueur. Après, on va être amené
par différents choix, en égalité numérique peut-être, à faire en sorte que les joueurs soient amenés à créer pour exploiter cette supériorité numérique. Donc ça, c'est aussi une phase importante. Un 2 contre 2, on parlait du 2 contre 2 tout à l'heure, c'est peut-être d'abord écarter les deux joueurs pour pouvoir après recourir dans un intervalle et donner à son partenaire proche qui, du coup, sera tout seul puisqu'on aura sollicité l'intervalle et mobilisé les deux joueurs qui fermeront cet intervalle. Voilà. Du coup, je vais rebondir moi sur. Donc, il y a deux questions qui me titillent. Donc, il y a celle de Philippe et puis celle de Marc. Du coup, je vais commencer peut-être par celle de Marc. L'efficacité du tireur de loin n'est-il pas la prioritaire? Alors, moi, personnellement, pour moi, Marc, non. Dans le sens où, effectivement, si ton tireur de loin, en fait, part balle à l'arrêt avec un dribble et qu'il n'a pas de vitesse, qu'il ne prend pas de vitesse sans ballon, qu'il attaque éventuellement sur un, voire deux défenseurs qui viennent contrer et qui l'attaquent pas dans l'espace libre, même sur un tir de loin, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui pour marquer. Donc, effectivement, personnellement, et je dis bien personnellement, moi, je préfère d'abord que mon tireur de loin, mon arrière, soit capable déjà d'identifier dans quel intervalle il va devoir aller tirer, comment il fait sa course avant d'avoir le ballon pour se positionner en face de son intervalle et comment il fait pour pouvoir accélérer dès qu'il a le ballon pour prendre sa vitesse maximale, pouvoir sauter éventuellement le plus haut possible si jamais il fait un tir en suspension, éventuellement pouvoir tirer en appui puisque les joueurs sont pas mis devant lui et donc pourquoi pas tirer sur un ou deux appuis directement. Donc voilà, moi c'est ces principes-là qui me semblent plus intéressants de lui apprendre en premier parce qu'après tout le reste va être énormément plus facile sur les problématiques du tir de loin. Donc voilà, ça je ne sais pas si je réponds à ta question Marc, mais en tout cas c'est un peu l'idée que moi je m'en fais. Pour Philippe, je ne sais pas si Christophe, tu as vu la question sur la place du jeu avec le pivot, donc je ne sais pas si tu veux répondre. Non, je n'ai pas vu la question, du coup, je vais y répondre. Donc Philippe, là pareil, alors donc, le jeu, donc quelle est la place pour le jeu avec et le jeu autour du pivot? Donc, si tu veux, je crois quelque part, j'ai répondu plusieurs fois, enfin, on y a répondu plusieurs fois au niveau de ce qu'on imagine être les fondamentaux de l'attaque, c'est effectivement qu'on joue à 6. Donc, bien évidemment, que le jeu avec le pivot, il est primordial et il fait partie du jeu des fondamentaux de l'attaque. La seule chose qui, en tout cas, qui me semble intéressante de partager, c'est de dire que effectivement, selon les niveaux des joueurs, selon leur âge, on ne va pas jouer de la même façon avec le pivot. Et effectivement, par exemple, sur des 14 débutants qui viennent de sortir ou de première année, qui viennent de sortir du jeu de moins de 12 dont on parlait la semaine dernière, jouer avec le pivot, et moi je pense que c'est intéressant par exemple de leur apprendre effectivement si mon pivot est entre les deux numéros 3, moi je vais fixer entre le joueur 2 et 3 et si mon joueur 3 vient vers moi, si j'ai réussi à faire le boulot, et ben à ce moment-là, je lui fais une passe. Et là, mon pivot est dans les meilleures conditions pour recevoir une bonne passe, de pouvoir avoir l'espace pour aller tirer et marquer le but. Par contre, voilà, c'est l'idée de se dire au départ, apprenons déjà à l'attaquant à fixer dans l'intervalle qui n'est pas celui du pivot. Et c'est comme ça qu'on commence tout doucement à mettre le jeu avec le pivot, même sur une situation où il est statique, par exemple, entre les deux numéros 3. Dans cet état d'esprit-là, et on le verra la semaine prochaine, c'est que effectivement, même par exemple en moins de 14 débutants ou première année, tu peux imaginer mettre en place un jeu autour du pivot, même s'il est fixe sur point de pénal, par exemple, si tu as une 1-5 très haute. Par exemple, tu peux demander à ce moment-là de jouer en appui avec ton pivot qui va soit pouvoir jouer derrière le 3 haut ou éventuellement servir de relais pour servir l'arrière à l'opposé. Donc, le jeu avec le pivot, il est primordial. Simplement, l'idée, en tout cas dans la proposition qu'on vous a faite, c'est de dire, on l'introduit graduellement et petit à petit, selon la compétence de nos joueurs et joueuses, on va monter dans les possibilités de ce jeu-là avec le pivot. Et bien évidemment que
Si pour travailler un bloc remise, si effectivement les joueurs ne savent pas dans quel intervalle ils doivent pas jouer, pour faire un bloc remise, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Si effectivement on n'a pas de changement de rythme de l'arrière, pour jouer un bloc remise, c'est aussi plus compliqué. Donc voilà, en fait, il me semble qu'il y a une certaine cohérence d'ensemble, mais le jeu avec le pivot, de toute façon, est primordial. Et effectivement, tellement primordial que moi, j'ai essayé un jeu à 3 pivots qui est super intéressant tactiquement. Mais par contre, aujourd'hui, je l'ai testé avec des moins de 18. Et effectivement, c'était super compliqué parce qu'aucun joueur n'avait véritablement les savoir-faire pour pouvoir jouer avec un pivot, avec 3 pivots et 3 joueurs sur la base arrière. Alors que ça offre des possibilités tactiques super intéressantes, quoi. Et notamment, c'est aussi un moyen de valider des savoir-faire sur la compréhension des joueurs du jeu avec et autour du pivot. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Alors là, il y a 2 questions qui arrivent. Une qui rebondit directement sur le shoot de loin. Donc, il parle de l'importance du tireur de loin par exemple sur une 0,6 avec des grands gabarits. Quelle est la pertinence et l'importance de ce jeu-là? Et aussi, comment, il me semble primordial, comment construire un joueur adulte qui n'a pas suivi ce cursus de formation et faire en sorte qu'il soit suffisamment loin du bloc défensif et qu'il reçoive le ballon en mouvement. Donc, je laisse répondre du coup. Oui, si tu. Je te laisse le tir et puis moi je ferai la construction du joueur si tu veux bien. Okay, alors, je fais les deux. Non, fais les deux parce que je lisais les autres questions, excuse-moi. Alors, concernant le tir, effectivement, il y a une pertinence à avoir un shoot de loin. Après, il n'empêche pas que ce shooter de loin doit recevoir le ballon en mouvement et essayer de tirer dans un intervalle. Et si on a un bloc défensif qui reste 6, qui joue le compte, ça ne nous empêche pas de nous rapprocher, d'essayer de percuter et d'aller dans un intervalle pour pouvoir libérer latéralement et de libérer des espaces sur les côtés. Après, concernant la construction du joueur, on peut mettre des repères visuels, on peut mettre des repères au sol, on peut mettre des choses qui font que ce joueur qui est trop proche du bloc défensif va partir d'un peu plus loin. On peut lui demander, en positionnant un plot derrière lui, que dès qu'il a fait la passe, de se désengager, de faire le tour de ce plot. C'est un repère assez simple à mettre en place. Et du coup, on va l'obliger à reculer pour revenir attaquer le but et augmenter cette distance de combat. Voilà un petit repère qui me semble intéressant à mettre en place pour ce genre de joueur. Voilà. Ok. Moi, j'ai envie de rebondir là sur une question que j'ai vue sur la place du jeu à 7 chez les jeunes. Alors, encore une fois, je vais dire fondamentalement, le jeu à 7 me semble, personnellement, encore une fois, mais c'est en lien avec la présentation de ce soir, me semble intéressant à partir du moment où nos 6 premiers joueurs connaissent bien le jeu, notamment dans les intervalles et jouent bien lancé. Et effectivement, donc moi, je ne suis pas un grand fan personnellement, et quels que soient les âges, que même en senior, je ne suis pas grand partisan du jeu à 7 contre 6 avec des équipes qui ne maîtrisent pas les savoir-faire de l'attaque de l'intervalle et du bon intervalle du genre miroir, etc. Par contre, ce que j'ai essayé et que j'ai trouvé génial, mais il faut avoir effectivement là le joueur pour le faire, c'était avec des 18-19, j'ai joué un 7 contre 6 avec le gardien. Et là, du coup, il y a eu des choses super intéressantes. C'est vrai qu'on l'a fait un peu plus pour le fun qu'autre chose, mais malgré tout, le jour où je retrouve un gardien qui est assez… Enfin, moi, j'avais le cas d'un gardien qui avait une envie de jouer un peu dans le jeu. Le problème, c'était que physiquement, il ne pouvait pas suivre 2 attaques de suite. Mais la prochaine fois que dans une de mes équipes, je retrouve un gardien qui a un peu cette volonté de jouer, je le referai parce que ça ouvre des super solutions, mais un temps fort d'un côté du terrain et puis on termine effectivement là sur une supériorité avec chacun qui fixe son intervalle, qui libère très vite le ballon et avec effectivement un très beau décalage à l'opposé. Bon voilà, ça c'était juste pour le fun, mais après chez les jeunes, voilà, moi je suis pas partisan à nos niveaux, encore une fois à nos niveaux, dans les niveaux, en tout cas moi les images que je vous ai montrées, que ce soit départementaux, même parfois régionaux, voilà, je pense que chez les jeunes ça n'a pas vraiment de pertinence tant
qu'ils n'ont pas maîtrisé ces savoir-faire de bien attaquer dans l'intervalle, dans le bon timing, voilà, au bon endroit, au bon moment, et savoir à quand je libère mon ballon. Enfin voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Philippe, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une chose qui nous semble primordiale, hein, c'est que chaque action doit être entérinée par un sens que l'on met à cette action. Donc, il faut surtout privilégier ça. Chaque chose faite par chaque joueur doit donner du sens à l'action collective, l'action de l'équipe. Voilà. Après, il y avait une petite question aussi, mais bon, on y a répondu puisqu'on a parlé de jeux à effectifs réduits. Il y a comment mettre en place ces apprentissages sur des effectifs réduits à 8 ou 10 joueurs. Mais bon, je pense qu'on en a parlé durant le webinaire. On peut mettre en place des apprentissages, des savoir-faire individuels et collectifs sur des temps de jeu à 3 contre 2, à 4 contre 3, à effectifs réduits. En ayant 10 joueurs, on peut travailler plein de choses. On peut travailler sur les savoir-faire individuels, on peut travailler sur les savoir-faire collectifs. Effectivement, on sera en difficulté sur du jeu global à 6 contre 6, mais on pourra très bien avancer dans la formation du jeune joueur, ou du moins jeune, bien sûr. Oui, et pour rebondir là-dessus, effectivement, en tant qu'entraîneur, moi je pense que c'est quand même les situations où on peut gérer un groupe de 10-12, voire un petit peu moins. Des fois, quand il y en a un qui est absent ou tout, c'est des situations qui peuvent être super intéressantes parce qu'effectivement, on peut travailler un peu plus dans le détail, on peut être un peu plus attentif au jeu de chacun. Et effectivement, voilà, en général, quand on groupe, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, gèrent des groupes voilà, de 10, 15 joueurs, des fois sur un demi-terrain, c'est pas toujours simple. Donc, du coup, des fois, d'avoir des groupes un peu plus petits permet d'aller un peu plus dans le détail. Et je sais que, voilà, moi, par exemple, chaque année, j'essaye de rajouter un 3e entraînement pour les volontaires. Et on se retrouve des fois à 4, 5, 6. Et du coup, c'est super intéressant parce que là, on peut travailler un peu plus dans le détail, prendre un peu plus de temps. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi, voilà, tout ce qu'on vient de voir se travaille dans un groupe, à la fois, ça peut se travailler dans un groupe de 5, 6, comme ça se travaille dans un groupe de 15 sans aucun souci, quoi. Quoi d'autre comme question? Ah ben là, il y a la problématique inverse. Il y a le jeu à 36 en prénat. Peut-être qu'il faut alors segmenter le terrain, s'il y a possibilité, mettre 2 collectifs sur chaque but et puis faire en sorte d'avoir 18 joueurs sur chaque but. Mais bon, après, après, on a tous des problématiques différentes. Des entraînements, on en a vécu à effectif réduit, on en a vécu à effectif à 36. Il y a des adaptations, à vous de trouver la meilleure des solutions. Après, il sera plus difficile de transformer 36 joueurs en même temps qu'une 10 ou 12 joueurs à notre charge. Je ne sais pas si tu confirmes, Philippe, mais non. Ouais, non, c'est clair. Je vais regarder les commentaires, les questions. Là, que je me trompe pas dans les prénoms. Nolwenn, Benoît, effectivement, est-ce qu'on a répondu à votre questionnement sur les petits effectifs ou pas? Ah oui, Peggy me dit merci. Donc, non, voilà, je regardais ces parce que là, en fait, je voulais revenir, à moins qu'il y ait d'autres choses. Moi, juste 2 secondes, comme ça, Christophe, toi, ça te laissera le temps de regarder peut-être une autre question. Sur la 3 contre 3 avec le pivot, puisqu'il y a pas mal d'échanges là-dessus. En fait, je sais plus qui en parle. C'est pas grave. C'est que effectivement, il visualisait pas bien la personne qui a posé la question. Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver directement. Et puis, c'était effectivement pour visualiser comment le travail, qu'est-ce que ça permet de travailler. C'est qu'en fait, on va jouer un 2 contre 2 sur chaque partie, sur 3 tiers de terrain. Du coup, il va y avoir pas mal d'espace, pas mal de solutions. Mais effectivement, ça nécessite, et c'est là où je trouve ça, moi, personnellement intéressant, ça nécessite que les placements de chaque duo arrière-pivot
soient maîtrisés et les savoir-faire donc de placement soient maîtrisés parfaitement par chacun des joueurs, pivot comme arrière. Les principes d'engagement, savoir dans quel intervalle je m'engage en fonction de la position de mon pivot va être déterminante. Et effectivement, l'idée, ça va être de toujours pouvoir attirer un troisième joueur et qui va permettre à un moment de trouver une solution à l'opposé. Effectivement, de supériorité numérique à 2 contre 1 ou 3 contre 2. C'est un peu l'idée. Donc, en gros, on essaye d'attaquer, de gagner notre 2 contre 2 en attirant un troisième joueur du 2 contre 2 suivant et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ça permet de visualiser un petit peu plus, mais ce qu'on fera, alors peut-être pas pour la semaine prochaine, mais ce que je vous propose, c'est que je mettrai peut-être un petit graphique ou un petit visuel sur le site à ce sujet-là pour aider à visualiser. Donc, je ne sais pas si ça aide. Voilà, c'était pour Laurent, en fait, j'ai retrouvé. Donc, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Voilà, c'est ça, exactement, Karine. Là, je vois ton commentaire. C'est exactement ça. Là, 3 contre 3 avec le troisième, avec les pivots. C'est exactement ça. C'est pour maîtriser la reconnaissance des espaces et tout. Enfin, voilà. En fait, tu l'as résumé beaucoup mieux que moi. Christophe, d'autres Alors oui, il y a d'autres points de vue qui ressort aussi. Si on a parlé de l'entraînement à faible effectif, on a parlé de l'entraînement en surnombre, et on parle aussi de comment gérer les savoir-faire individuels et collectifs quand on a un groupe hétérogène. Et bien, à mon sens, quel que soit le groupe, il y a des hétérogénéités. Donc, on essaie déjà dans un premier temps de regrouper les joueurs par niveau de compétence. Et puis après, si on a un groupe qui est surcompétent par rapport à un autre, on peut lui rajouter une contrainte. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt assez bien. Après, on favorise les moins forts et puis on met une contrainte sur les un peu plus forts et comme ça, on nivelle le niveau de jeu et on peut obtenir ce qu'on a recherché dans la situation. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu fonctionnes autrement, Philippe. Ouais. Mais à la limite, je vais conclure par ça parce qu'il est 7 heures. Donc, effectivement, on s'était donné un petit timing d'1 heure. Donc, à la limite, ce serait pas mal. Et je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que je peux faire une conclusion assez sympa là-dessus. C'est que, effectivement, c'est un peu pour moi l'idée de cette présentation et de ce qu'on vous propose là, de cette réflexion autour des fondamentaux. C'est justement, tout vient de là pour moi, quelque part, j'exagère un peu, mais c'est de se dire qu'effectivement, ces fondamentaux-là, en fait, ils s'appliquent à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, même un joueur débutant, si effectivement on lui explique, on lui apprend à travailler dans un espace, à jouer sans ballon, c'est quelque part essayer de le ramener avec des savoir-faire identiques qui vont être identiques, par exemple, avec un joueur qui a pu commencer une école de hand et puis il ne maîtrise pas forcément ces savoir-faire-là, par exemple. Mais toujours est-il que ça permet de remettre tout le monde sur le même exigence, entre guillemets, sur des savoir-faire individuels et collectifs. Donc, ça laisse une place aux joueurs qui sont soit débutants, soit moins bons. Et du coup, par rapport à cette idée pour moi qui est super importante, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, mais c'est qu'effectivement, tous les joueurs participent à l'action. C'est que, effectivement, quand on demande aux joueurs déjà de maîtriser l'attaque de l'intervalle avec un jeu sans ballon, ça laisse la possibilité à même des joueurs qui techniquement ne sont pas très forts, qui ne maîtrisent pas forcément le tir, qui ne maîtrisent pas, bien, ou qui ne maîtrisent pas forcément, ou qui ont un déficit physique, ce qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Voilà, on va avoir un petit gabarit qui va se retrouver autour avec devant lui un Golgoth qui fait 1m85. Malgré tout, le fait de travailler sur ces fondamentaux-là et de mettre en place ce type de jeu en attaque lui laisse une place. Alors, bien évidemment, il y aura toujours des disparités, il y aura toujours une hétérogénéité, mais il est capable de tenir un rôle. L'autre chose importante, et je vais peut-être terminer là-dessus, c'est que le fait de travailler avec ces fondamentaux-là sur nos attaques à nos niveaux, avec nos jeunes et puis nos moins jeunes, c'est que quelque part, ça permet aussi à chacun de prendre une place
qui n'est pas forcément la sienne. C'est-à-dire qu'effectivement, un ailier, s'il connaît les fondamentaux du jeu, tels qu'on vous les propose, du coup, il va pouvoir jouer, même si c'est pour dépanner, mais il va pouvoir jouer à la positionnement d'arrière. Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est qu'effectivement, on va avoir un arrière qui se blesse, on va avoir un arrière qui va prendre 2 minutes, ou on va avoir un arrière ou un joueur clé qui va prendre un carton rouge, c'est déjà arrivé aussi. Du coup, ben voilà, on n'a pas forcément beaucoup de bancs à nos niveaux, et du coup, on va se dire, tiens, je vais faire jouer un ailier. Avec les fondamentaux partagés qu'on a travaillé à l'entraînement sur la prise d'intervalle et tout, un ailier est capable aussi, par exemple, de jouer à la fois en demi-centre, jouer en arrière et inversement. Et donc, c'est là aussi, je trouve, c'est intéressant de partir de ces fondamentaux-là pour essayer bien sûr qu'on la réglera jamais grâce à ça, l'hétérogénéité, mais ça permet d'emmener tout le monde dans le projet, de faire jouer tout le monde dans l'équipe. Donc, du coup, Christophe, je te laisse terminer. Et puis, en tout cas, je vous dis merci encore à tous. Et puis, c'est vraiment super. Et puis, donc, de toute façon, je vous renvoie une invitation pour le 3e épisode. Et puis, je laisse Christophe vous dire, conclure aussi. Et je vous dis à très vite et merci encore à vous. Eh ben, j'espère qu'on a répondu déjà à vos attentes, parce qu'on n'est pas là que pour se faire plaisir. On est là aussi pour échanger et puis pour partager des points de vue. Donc oui, j'espère qu'on a répondu à vos attentes et j'espère vous retrouver dès mardi ou mercredi prochain pour la dernière partie, qui sera peut-être les prémices pour d'autres séminaires. Voilà. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Bonne soirée à tous, merci beaucoup et à très vite. Bonne soirée, au revoir.